L'expérience Harbinger, le monde dans lequel nous vivons est rempli de choses que nous ne comprenons pas. Ou pas encore, mais nous, les humains, étant des êtres curieux par nature, nous tentons naturellement de comprendre notre univers. Cette façon de penser, cet état d'esprit nous a conduits à faire d'incroyables découvertes et inventions que l'on aurait pu imaginer il y a quelques centaines d'années. Nous avons éradiqué des maladies, construit des bâtiments qui touchaient le ciel, et même des machines qui nous ont élevés au-dessus des nuages puis dans les étoiles. Si nos ancêtres pouvaient nous voir, nous et ce que nous avons accompli, je suis persuadé que nous serions pris pour des dieux. Notre curiosité et soif de savoir ne nous a cependant pas toujours conduits vers le bien. Le mal fait aussi partie des fruits de nos recherches. Et j'ai peur que celui-ci soit notre perte. Je ne dis pas ceci pour passer pour un grand philosophe qui aurait passé du temps à méditer là-dessus. Non, si j'en parle, c'est que j'en ai fait l'expérience. Je l'ai vu, j'en ai fait partie. L'événement dont je vais vous parler est totalement vrai, je vous le jure. Je sais que beaucoup d'entre vous resteront sceptiques et penseront à une énième histoire flippante destinée à vous donner des frissons, mais je vous certifie que ça n'est pas là mon but. Ce que je veux montrer dans cette histoire, c'est que le mal rôde derrière le voile de la vérité de ce qu'on l'on comprend et ce que l'on voit, vous dévoiler ce qui se tapit dans l'ombre. Même moi, je ne comprends pas tout. Ce que je vais décrire s'est réellement passé et j'en suis persuadé, se passera à nouveau. En 1971, un scientifique pas vraiment connu a commencé des études préparatoires pour un projet top secret, connu sous le nom de l'expérience Harbinger. J'aimerais que ce scientifique reste anonyme pour des raisons personnelles, il sera donc dénommé Zimmermann. Son passé avant cette date n'était pas très clair. Tout ce que je savais, c'était qu'il était né et avait vécu quelque part dans le Maryland et qu'il avait une étrange fascination pour le spiritisme et l'occulte. Ce qui a plus tard fait de lui un proscrit parmi ses collègues, vu comme on se moquait et comme on se moque toujours de ce qui touche à la métaphysique. Les opinions de Zimmermann par rapport à l'autre monde n'en étaient cependant pas la seule cause. C'étaient ses méthodes qui le mettaient à l'écart et lui donnaient une mauvaise image chez ses pairs. Zimmermann était connu pour être froid et d'une rudesse sans équivoque. Il n'avait que faire des moyens, tout ce qui comptait pour lui étaient les résultats, et s'il jugeait leur valeur suffisante, il était prêt à payer n'importe quel prix. Sa soif de savoir et de vérité était brutale et insatiable, et c'est pour cela qu'on le craignait. Ceux qui le connaissaient sans en avoir peur étaient ses disciples, ils le suivaient, lui et ses travaux. Même le mot Harbinger est intrigant et presque intimidant. Peut-être est-ce la façon qu'il a de rouler sous la langue, ou peut-être son association avec le projet biaise mon jugement, mais il me semble porter un destin tragique. Et puis c'est assez logique, en fin de compte, il signifie avertissement ou présage. Je ne peux imaginer les raisons qu'avait Zimmermann pour lui donner ce nom, mais rétrospectivement celui-ci était parfait. Zimmermann avait désigné un petit nombre de scientifiques, j'en faisais partie, pour nous dire qu'il travaillait sur quelque chose d'énorme et qu'il avait besoin de personnes qui pouvaient tenir leur langue et ne divulguer aucune information sur son œuvre. Bien qu'il ne faisait pas totalement confiance à tout le monde, il savait que nous étions des professionnels et que pour une raison ou pour une autre nous avions besoin de ce boulot. Pour ma part, je travaillais à une clinique des environs comme docteur, mais on m'a surpris pendant que je volais des médicaments et j'ai été viré sans cérémonie. Évidemment, cela avait laissé une trace indélébile sur mon CV et j'avais du mal à trouver du travail. Et puis je venais de l'Alaska et vivais près de l'endroit où devait se dérouler l'expérience. On peut dire que je constituais un choix pratique. Vous vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion et c'était difficile de résister vu le salaire qu'on nous offrait. Nous étions donc 15 au total, certains étaient ses collègues de longue date, certains avaient été engagés en tant que personnel de maintenance et un petit nombre pour sa sécurité personnelle. J'étais le seul professionnel de santé. Je me demande encore comment il a trouvé le financement nécessaire pour cette expérience et je ne serais pas vraiment surpris si j'apprenais que les fonds n'avaient pas été levés de manière complètement légale. Mais bon, j'avais besoin d'argent et il en avait. Mais aujourd'hui, je regrette cette décision. Après que Zimmermann ait obtenu de l'argent, il l'a utilisé pour acquérir un terrain relativement grand dans un endroit reculé du désert gelé de l'Alaska. Il y a fait construire une structure de béton qui ressemblait pas mal à un bunker. La seule différence reposait sur le fait que son but premier était de garder des dommages potentiels à l'intérieur et non pas de se protéger de l'extérieur, d'après ce qu'il disait. La plupart de cette structure était souterraine, ce qui avait pour effet de donner l'illusion qu'elle était beaucoup plus petite vue de dehors. La seule façon d'entrer et de sortir était de passer par une petite échelle qui partait d'un petit bâtiment de béton à la surface, que j'appellerai à partir de maintenant le bâtiment d'entrée, pour que ça soit plus simple, et qui rejoignait le réseau souterrain. La nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, la trappe qui renfermait l'échelle était fermée grâce à un large et solide couvercle de métal. Zimmermann était très strict sur ça.
Situé non loin de là, il y avait un groupement de cabanes en bois qui servait de dortoir pour le staff. Comparé au bâtiment d'entrée, la structure souterraine était immense. Au centre du complexe se trouvait la salle de contrôle. Là où tous les appareils électriques étaient branchés, ce qui incluait les caméras de surveillance, les lumières et les dispositifs de contrôle des portes, consoles, moniteurs et ordinateurs tapissaient les murs de cette salle. C'était aussi là que débouchait l'échelle. On pouvait quitter la salle de contrôle par 3 portes, une qui débouchait sur une petite pièce servant d'infirmerie, une autre qui menait à une salle de repos et une troisième qui s'ouvrait sur les couloirs. Les couloirs étaient l'endroit où le complexe commençait à avoir l'air terriblement sinistre. Pour une raison que j'ignore, ils étaient arrangés en suivant un schéma très déroutant, dessinant des cercles et menant à des cul-de-sac. Ces couloirs constituaient la majeure partie de la structure et il était facile de se perdre dans ce labyrinthe si l'on ne connaissait pas l'endroit. Mais si vous saviez où vous alliez, vous pouviez rapidement vous retrouver devant une des 3 pièces de 6 mètres. Chaque pièce disposait d'une caméra placée à un de ses coins et connectée à un moniteur dans la salle de contrôle. Il y en avait aussi partout dans les couloirs pour que quiconque surveillant depuis la salle de contrôle puisse regarder où il le voulait, quand il le voulait. Ces petites chambres étaient fermées par de lourdes portes de métal qui s'ouvraient au moyen d'un digicode à 4 chiffres situé juste à côté. Je me rappelle à quel point les couloirs m'effrayaient quand je venais d'arriver au complexe. J'ai toujours été claustrophobe, vous savez, et ces couloirs étaient vraiment étroits. Le bruit, ou plus précisément l'absence de bruit, dans ce dédale était aussi une terrible source d'angoisse pour moi. Un silence surnaturel pesait en permanence, comme si le monde s'était figé. Ça donnait vraiment la sensation d'être piégé. Mais par chance, je ne devais que rarement m'y aventurer, étant donné que j'étais le seul professionnel de la santé dans l'infrastructure et je n'avais quasiment aucune raison d'y aller. J'ai trouvé ça curieux au début que Zimmerman recrute un professionnel médical comme moi, mais j'ai compris une fois que tout a été terminé. L'objectif officiel de l'expérience Harbinger était de tester et d'observer les effets d'un isolement prolongé sur l'esprit humain. C'est du moins ce qui était indiqué sur les rapports envoyés à l'extérieur, mais personne, à l'exception du personnel qui menait l'expérience, ne savait que le véritable but était beaucoup plus sombre. Comme je l'ai déjà évoqué, Zimmerman avait toujours été obsédé par le paranormal et l'occulte. Il s'était mis en tête de convaincre ceux qui ne le croyaient pas. Il voulait une preuve tangible que le paranormal était un phénomène avéré, et il voulait être le premier à obtenir cette preuve. Le véritable objectif de l'expérience Harbinger était de découvrir une preuve de l'existence du monde métaphysique, un monde que nous ne pouvions voir. Bien sûr, la perspective de se lancer là-dedans était un peu intimidante, voire effrayante, mais c'étaient les méthodes de Zimmerman qui étaient réellement terrifiantes. Il était persuadé de pouvoir ouvrir un portail entre les mondes temporairement, permettant à 3 entités quelconques de pénétrer dans le nôtre, et celle-ci serait piégée dans une des 3 pièces. Zimmerman avait une théorie selon laquelle n'importe quelle entité essaierait de prendre possession du plus proche être vivant en mesure de la supporter. Il voulait employer cette technique pour piéger un esprit dans une forme physique en le faisant entrer dans un corps vivant auquel on aurait préalablement injecté un mélange de sa création. En théorie, ce mélange était conçu pour empêcher l'esprit de quitter l'être qu'il avait possédé. Le seul moyen de quitter un hôte auquel on aurait injecté cette mixture était la mort. Selon Zimmerman, l'hôte devait être un être vivant avec une volonté suffisamment forte pour survivre à la possession, et la seule espèce possédant suffisamment de volonté pour ça, ce sont les humains. Zimmerman s'est également arrangé pour que les entités entrent dans les 3 pièces et qu'il n'y en aurait qu'une par pièce, bien que je ne puisse pas exactement dire comment il a procédé. En vérité, je n'ai pratiquement aucune idée de comment il a bien pu réussir ce qu'il a fait. Il aimait à garder ses méthodes pour lui-même et pour ceux à qui il faisait le plus confiance, probablement à cause de sa crainte paranoïaque que quelqu'un ne lui vole son idée et obtienne tous les lauriers pour son succès. Si j'avais eu connaissance de la vraie finalité de l'expérience avant de signer, j'y aurais sans doute réfléchi à 2 fois. Mais Zimmerman n'a rien voulu nous dire avant que nous soyons tous réunis dans sa forteresse. Même si l'un de nous avait voulu partir, je doute qu'il en aurait eu la possibilité. L'équipe de sécurité que Zimmerman avait engagée était fidèle aux scientifiques et à son salaire. Ça ne me surprendrait pas qu'il leur ait donné l'ordre de ne permettre à personne de quitter le complexe. Il y avait 3 cobayes pour l'expérience, ils étaient tous natifs de l'Alaska et on les avait attirés dans le projet en leur faisant croire qu'ils allaient participer à une étude sans danger sur les effets de l'isolation sur l'esprit humain, comme je l'ai déjà dit, raison pour laquelle aucun n'a émis d'objection quand on leur a dit qu'ils allaient être confinés dans une des 3 pièces que j'ai mentionnées. Le premier sujet était un jeune homme, il était visiblement au chômage et avait cruellement besoin de l'argent qui était promis pour la participation à l'étude. Le second sujet était une femme. En la regardant, je pouvais dire qu'elle souffrait d'une addiction quelconque.
Le troisième et dernier sujet était un vieil homme, un vagabond je suppose. Leur point commun était qu'il ne leur restait ni d'amis ni de famille. En résumé, ils ne manqueraient à personne, ce pourquoi ils ont été choisis pour le projet. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir vous en dire plus sur les cobayes, mais tout ce que je vous ai dit l'a été de mémoire et on m'a fourni très peu d'informations sur eux. L'expérience n'a officiellement commencé qu'en 1987, soit 16 ans après sa première annonce. J'avais hâte de commencer, donc j'ai fait mes bagages et je me suis rendu au complexe dès le moment où ça a été possible. Je suis arrivé à la structure une semaine avant même que les cobayes s'enrôlent et un mois avant le début du projet. Je ne suis pas du tout le premier à m'y être rendu. Quand je suis arrivé, Zimmerman, ses collègues et l'équipe de sécurité étaient déjà là. On peut probablement dire que je suis la première personne à qui Zimmerman ne faisait pas confiance à être arrivé. Tous les autres sont arrivés environ une semaine avant le début de l'expérience. Il y avait un vrai fossé entre ceux qui étaient là uniquement pour l'argent, comme moi, et ceux qui étaient des disciples de Zimmerman. Le 15 octobre 1987, tout était mis en place. Les sujets étaient enfermés dans les chambres, les caméras, les lumières et les haut-parleurs étaient totalement opérationnels et tous les membres de l'équipe s'étaient installés. Il était temps que l'expérience commence pour de bon. Zimmerman avait demandé à tout le monde d'aller dans la salle de contrôle vers 21h pour être témoin du déroulement de la première expérience. Il voulait que tout le monde soit présent quand il aurait prouvé que ses théories étaient confirmées et qu'il n'était pas fou. Il voulait que l'on voie les fruits de son labeur. Quand toute l'équipe a fini par arriver dans la grande salle de contrôle, Zimmerman s'est simplement tourné vers nous pour nous dire « Regardez ». Il s'est penché vers le microphone qui projetait sa voix dans les trois salles et a commencé à chanter dans un langage étrange dont j'étais persuadé que seul Zimmerman le comprenait. Nous avons observé les trois grands moniteurs sur le mur en attendant silencieusement que quelque chose se passe. Les sujets étaient debout dans leur chambre, sidérés par la mélodie de Zimmerman, fixant la caméra d'un air confus. Après à peu près 5 minutes, j'ai ressenti quelque chose d'horrible. Je ne pourrais pas exactement expliquer quoi, mais un terrible sentiment de crainte s'est emparé de moi, m'accablant d'angoisse. Et c'est à ce moment que le sol s'est mis à trembler doucement et les lumières à clignoter. Zimmerman continuait de chanter dans le microphone comme si de rien n'était, pendant que les sujets commençaient à tourner dans leur pièce en appelant à l'aide. Puis soudain le sol s'est arrêté de trembler et les images du moniteur ont disparu, laissant place à la neige. L'air était tellement lourd. Nous étions tous en train de regarder les moniteurs, attendant que l'image se rétablisse pour nous montrer ce qui se passait dans les pièces. Pas un bruit pendant un long moment, puis un hurlement. Les cris d'une femme en proie à une terreur et une douleur insoutenables ont commencé à résonner dans la structure. Les cris similaires d'un homme ont commencé à lui répondre et les deux plaintes se sont mêlées pour former une terrible symphonie de peur et de souffrance qui nous brisait impitoyablement les tympans. Ceux qui n'étaient là que pour l'argent ont commencé à se regarder avec effroi, tandis que les disciples de Zimmerman ne montraient aucune réaction. Nous voulions quitter cet endroit horrible et ne jamais y retourner, mais nous savions au fond de nous que Zimmerman ne nous laisserait pas faire. Il n'y avait aucune échappatoire, nous serions retenus pour un bon moment. Il était 22h13 quand les hurlements se sont enfin arrêtés, mais les moniteurs devaient encore nous révéler ce qui s'était passé dans ces trois pièces. Quand les cris se sont stoppés, Zimmerman nous a tous donné congé en ajoutant qu'il nous était interdit de revenir avant le lendemain matin, 10h. Ce n'était pas comme si nous le voulions non plus. Nous sommes tous rentrés silencieusement vers le dortoir pour reposer pour la nuit. Je pense que je peux affirmer sans me tromper que rares ont été ceux qui ont pu fermer l'œil cette nuit-là, et je n'en faisais pas partie.